depuis maintenant plus de 50 ans. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Shirley Van Broek, qui pourra vous assister si vous avez un problème. Donc nous, notre rôle, c'est de créer un lieu d'échange et de débat sur des sujets qui sont conflictuels, polémiques ou simplement d'actualité, comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est en partenariat avec la DETS, donc la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, pour faire ce séminaire débat et revenir à l'esprit de la réglementation des CISST, c'est-à-dire un lieu d'échange sur des sujets en lien avec la santé au travail au sens large. Donc on est là dans un cadre informel et c'est justement l'occasion d'avoir des réponses en direct avec Ghislain. Donc Ghislain Bonelli qui présentera aujourd'hui ses actualités, qui est responsable de l'unité de contrôle Étendebert, donc à la DETS. Donc merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc cette session va s'organiser en 2 temps sur les actualités réglementaires. Un premier temps qui sera dédié aux fortes chaleurs. Ensuite, on aura des questions-réponses. Alors, pour poser les questions, vous avez 2 possibilités, soit dans le chat, soit en levant la main, et je vous donnerai la parole ou je lirai vos questions. Donc ça, c'est le premier temps, les fortes chaleurs, avec un temps de questions-réponses, et ensuite, un deuxième temps avec les risques chimiques et l'exposition, et donc, pareil, un temps de questions-réponses. Normalement, on part pour 1h30, maximum 2 heures. Point important, c'est qu'on aimerait bien vous voir, donc si vous pouviez allumer vos caméras, ce serait chouette, surtout pour la personne qui parle, c'est plus agréable. Ceci dit, c'est enregistré. Si vous préférez ne pas apparaître, ne pas être en ligne, en fait, on va enregistrer et ce film sera mis en ligne. Donc, si vous préférez que vous n'apparaissiez pas, dans ce cas-là, vous coupez votre caméra. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci à ceux qui ont ouvert leur caméra, c'est sympa. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Ghislain Bonelli pour le premier temps des actualités réglementaires. Merci Gwenaëlle. Dans un premier temps, je souhaite remercier Gwenaëlle et Shirley pour l'organisation et pour tout le soutien des équipes du S3PI. C'est très important pour nous. Et comme le disait Gwenaëlle en introduction, c'est important pour nous d'avoir des moments informels d'échange parce que la réglementation, elle évolue et c'est bien d'avoir ce recul et de vous permettre à tous et également à moi d'avoir votre vision des choses, mais également de confronter nos visions et de répondre éventuellement à vos questions. Donc, comme l'a dit Gwenaëlle à juste titre, on a prévu de faire ça en 2 temps. Le premier temps sera consacré à un sujet ô combien d'actualité qui sont la prévention des risques inhérents aux fortes chaleurs et à la canicule. Et ensuite, on abordera la question de l'exposition aux risques chimiques. Et j'ai prévu un point divers avec quelques informations sur des outils. Mais vous verrez tout ça en fin de présentation. Alors, je vais partager mon écran et je vais couper ma caméra pour des raisons de bande passante. Hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Voilà, c'est parfait. C'est parfait, Ghislain. Bon, c'est parfait. Donc voilà, le sommaire, comme je vous l'annonçais. Donc, les fortes chaleurs. Alors, il faut savoir qu'il y a des obligations qui préexistaient, et vous verrez, il y a un décret qui est rentré en application depuis le 1er juillet, mais ce n'est pas une nouveauté. Et le Code du travail prévoyait de nombreuses dispositions sur la prévention des risques liés à l'exposition aux fortes chaleurs ou à la canicule. Donc, en premier lieu, l'employeur est tenu, au titre de son obligation générale de sécurité, de garantir des conditions thermiques compatibles avec la santé et la sécurité des travailleurs. Et cette déclinaison de l'obligation générale de sécurité qui est exposée à l'article L4121-1 du Code du travail, elle se décline à différents points du Code du travail, et notamment au niveau locaux de travail. Et ça impose à l'employeur de maintenir une température adaptée, notamment dans les locaux fermés. Et pour vous faire une idée des obligations, je vous renvoie à la lecture de l'article R4223-13 du Code du travail,
qui concerne donc les ambiances thermiques de travail dans les locaux fermés. Le pendant de cette obligation de prévention des risques par rapport à l'ambiance thermique dans les locaux de travail, elle a son pendant sur les postes en extérieur. Et là, c'est les dispositions de l'article R4223-15 qui trouve application et qui prévoit notamment la consultation du médecin du travail et du CSE sur les mesures mises en place pour lutter contre le risque lié à aux fortes chaleurs sur les postes en extérieur. Et actuellement, ça prend tout son sens parce que quand on est toute la journée en extérieur, en plein soleil, et qu'en plus, on doit porter des EPI, et notamment des combinaisons ATEX ou des masques de protection respiratoire, eh bien, c'est assez important de prévoir des mesures pour essayer de réduire la chaleur. Et vous allez voir, ces dispositions ont été complétées par le décret que j'évoquais. Et donc, c'est un décret qui est sorti, qui a été publié le 1er juin. Donc, c'est le décret du 27 mai, publié au JO le 1er juin, avec un temps de mise en application laissé aux employeurs d'1 mois, ce qui fait qu'il est rentré en application le 1er juillet. Et donc, ce décret, ce n'est pas une nouveauté, comme je le disais précédemment. Ce qu'il prévoit, c'est les mesures que j'ai listées. Alors, c'est non exhaustif, ce que j'ai listé. Mais en premier lieu, ce qu'oblige le décret, c'est à adapter les horaires de travail et les méthodes de travail. Quand on parle d'adaptation des horaires de travail, c'est notamment décaler les horaires pour essayer de ne pas les faire coïncider avec les périodes les plus chaudes de la journée. Typiquement, c'est commencer plus tôt le matin pour essayer de travailler à la fraîche, comme on dit vulgairement. En tout cas, travailler plus tôt pour éviter les périodes chaudes. Ensuite, deuxième disposition, c'est la mise à disposition d'eau fraîche. Et là, il y a une référence qui n'est pas une obligation formelle, mais une référence à 3 litres d'eau par jour par travailleur pour les gens qui n'ont pas accès à l'eau courante. Également, troisième disposition, c'est l'aménagement des postes pour limiter d'exposition, avec quelques exemples de dispositions qui peuvent être mises en place. La mise en place de pare-soleil, de la ventilation et la mise en place de brumisateurs, notamment en extérieur, pour limiter les effets de la chaleur. Ce qui est prévu aussi, c'est de fournir des EPI qui soient adaptés. Et dans le Code du travail, on a traditionnellement cette notion d'EPI adapté, mais dans le Code du travail, avant ce décret, on parle d'adapter aux risques rencontrés par les salariés. Là, le décret vient renforcer cette obligation. On a l'obligation d'avoir un EPI adapté aux risques, mais également adapté aux conditions thermiques et donc aux fortes chaleurs. Et ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Quand on est en plein soleil avec une combinaison plus un masque, ça augmente les effets sur l'organisme des fortes chaleurs. Et donc, ça nécessite une adaptation des EPI. Alors, il y a pas mal de progrès qui ont été faits, notamment, ce que j'ai notamment constaté, c'est des cagoules réfrigérantes qui se mettent sous les casques. C'est quelque chose que vous conservez au congélateur et que vous mettez sous un casque et ça rafraîchit. En tout cas, le retour d'expérience que j'ai eu par les utilisateurs, c'est plutôt bénéfique, même si ça demande de changer la cagoule plusieurs fois parce que l'effet, malheureusement, ne dure pas très longtemps. Voilà. Après, la quatrième obligation, et c'est peut-être la plus importante, c'est l'information et la formation des salariés au risque et la conduite à tenir, c'est-à-dire pouvoir former les salariés pour qu'ils puissent être en capacité de détecter ce qu'on appelle des coups de chaleur et de prendre des mesures adaptées pour se prémunir de ces risques. Et notamment, prendre des pauses régulièrement, savoir détecter ses propres limites, puisque, comme vous le savez, c'est très subjectif, le rapport qu'on a avec la chaleur. Il y a des gens qui supportent très bien la chaleur, il y a des gens moins, donc c'est important d'informer ces personnes-là et de leur demander de ne pas dépasser leurs limites, et d'où l'obligation d'information et de formation. Et je précise bien, c'est bien les deux, c'est information et formation des salariés sur le risque lié aux fortes chaleurs. Ensuite, ce qui a été rajouté aussi, c'est l'obligation de mise à jour des plans de prévention, des plans généraux de coordination et des plans particuliers de santé et de sécurité et de protection de la santé, les PPSPS, pour tenir compte, le cas échéant,
des risques liés aux expositions de chaleur intense. Et là, ça prend tout son sens actuellement. Et ce qui met à mal, entre guillemets, ce qu'on rencontre beaucoup sur les sites, c'est-à-dire des plans de prévention annuels. Parce que, alors, soit le plan de prévention annuel, il est très bien fait et il a anticipé les périodes de forte chaleur et les différents niveaux d'alerte, vert, enfin jaune, orange et rouge sur la canicule. Mais sinon, ça nécessite la mise à jour et notamment en période estivale, enfin, en amont même, parce que l'idéal, c'est d'anticiper et de ne pas attendre juillet pour mettre en place les mesures de prévention. Dès le mois de mars-avril, il faut commencer à réfléchir aux mesures qui vont être mises en place. Et notamment, c'est important parce que il y a une forte demande en période estivale. Il y a des équipements, par exemple, j'ai vu en industrie, ce qui se fait beaucoup, de plus en plus, c'est des rafraîchisseurs d'air, pardon. Et il y a peu d'entreprises qui font de la location. Et le problème, c'est que si on attend le mois de juin, juillet, il risque d'être en rupture de stock. Donc, c'est important d'anticiper au maximum. Et j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est un peu l'Arlésienne. On est sûr que dans notre région, au mois de juin, juillet, il fera chaud. C'est une donnée qui est avérée, qui est récurrente. Voilà, une précision, c'est que ces mesures qui sont mises en place, donc les mesures qui sont définies, elles doivent être intégrées au DUR. Et il y a ce qui est prévu aussi, c'est d'ajuster, comme je vous le disais, ces mesures de prévention à la vigilance météorologique qui est en place, jaune, orange, rouge, avec bien évidemment des mesures, plus on se rapproche du rouge, plus les mesures doivent être efficientes et importante pour lutter contre le risque de canicule. Juste quelques précisions, les vigilances météorologiques, c'est lié à la différence qu'il peut avoir entre la température la journée et les températures la nuit. Parce que quand on est en vigilance rouge, où en gros il y a peu d'écart entre le jour et la nuit, le problème c'est que les organismes peuvent pas se reposer comme ils le devraient. Et du coup, c'est très pénible, mais on le vit tous au quotidien. Quand on a des fortes chaleurs la nuit, le lendemain et les réveils sont plus difficiles et on a une fatigue qui est accrue. Après quelques mots, voilà. Encore une fois, je reviens lourdement là-dessus, mais ce décret, il vient préciser et apporter des précisions en plus, des obligations en plus. Mais il y avait une préexistence d'obligations, et notamment dans tout ce qui est évaluation des risques. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez tous, une obligation pour l'employeur de transcrire et de mettre à jour dans son DOER, dans son document unique d'évaluation des risques, toutes les mesures de prévention. Et ce que précise le Code du travail, c'est que cet inventaire, il se fait pour chaque unité de travail et il prend également en compte les ambiances thermiques de travail. Alors, c'est d'actualité, on parle de la chaleur, mais bien évidemment, l'hiver, ce qui doit être pris en compte, c'est le froid. Et donc, il y a une obligation pour l'employeur, par unité de travail, de définir des mesures, enfin d'évaluer le risque, mais également de définir des mesures pour pallier à ces ambiances thermiques de travail, qu'elles soient chaudes ou froides. Voilà. Juste un petit mot sur les possibilités pour les agents de contrôle de l'inspection du travail qui ont été augmentées avec l'article 5 du décret 2005-482 du 27 mai 2025. C'est le décret que je citais en propos liminaire. Et donc, ça crée notamment des nouvelles mises en demeure préalables qui sont mobilisables, préalables à procès-verbal, pardon, qui sont mobilisables par les agents de contrôle. Et c'est notamment mobilisable dans le cas des locaux fermés, donc c'est l'obligation que j'évoquais initialement avec l'article R4223-13 qui parle des ambiances thermiques dans les locaux fermés, dans les locaux de travail, et donc avec une mise en demeure préalable mobilisable par l'agent de contrôle, mais également pour les postes en extérieur, ce que j'évoquais avec l'article R4225-1, et pareil, une mise en demeure préalable à procès-verbal qui peut être mobilisée par l'agent de contrôle si l'employeur ne prend pas les mesures justement pour prévenir ces risques et pour préserver la santé et sécurité des travailleurs face à ce risque de forte chaleur. Il y a également une mise en demeure
mais qui est mobilisable, un procès-verbal, excusez-moi, sans mise en demeure, qui est mobilisable en cas de mise à disposition de pays inadaptés aux conditions atmosphériques dans lesquelles il est utilisé. Comme vous le savez, il y a un principe en prévention des risques qui est qu'une mesure de prévention, elle ne doit pas ajouter ou faire naître de nouveaux risques. Et donc, c'est ce qui est visé dans cet article, c'est qu'il ne faut pas mettre en place des EPI qui auraient pour effet d'aggraver le risque inhérent à l'exposition à de fortes chaleurs. Donc, il faut essayer de privilégier des EPI qui permettent à la fois de prévenir les expositions, et notamment, c'est le cas pour les masques, l'exposition aux risques chimiques, mais qui ne viennent pas renforcer les effets que peut avoir la chaleur sur l'organisme. Donc, c'est important justement de réfléchir en amont dans le choix des EPI sur la possibilité de ménager. Alors, j'anticipe peut-être quelques questions, mais bien évidemment qu'à l'impossible, il est tenu. Et parfois, il est impossible notamment de mettre en place de la ventilation assistée ou de l'injection d'air. Mais dans ce cas-là, si vraiment techniquement, ce n'est pas possible, il faudra prévoir d'autres mesures, et notamment, alors c'est un exemple, mais réduire la durée d'exposition et la durée du port de l'appareil de protection respiratoire, justement pour prendre en compte cette pénibilité, entre guillemets, induite par le port du masque. Et voilà, on l'a tous expérimenté, notamment pendant le Covid. Porter un masque pendant plus de 2 heures, c'est vite compliqué. Et là, pareil, c'est un message que je tenais à vous passer. C'est important de prendre en compte les différents facteurs, mais j'y reviendrai plus en détail un peu après dans le lien avec le risque chimique. Mais c'est important de prendre en compte les préconisations qui sont éditées par les fabricants de masques, et notamment les conditions de conservation. Vous voyez, vous avez une plage d'utilisation thermique, pareil en hydrométrie, et donc c'est important de veiller à ce que l'appareil de protection respiratoire notamment, il soit bien utilisé dans des conditions qui sont prévues par le fabricant. Voilà, écoutez, du coup, ben, j'en ai fini avec les fortes chaleurs et je vous écoute pour vos questions. On va peut-être, je vais sortir du mode partage. Alors, merci Ghislain pour cette première partie. Donc, il y avait effectivement déjà plusieurs questions, deux questions. Une question qui portait sur la référence de la cagoule, qui était très, très intrigante, cette cagoule. Et existe-t-elle en anti-propagation de flammes et en anti-statique? Alors, la référence, malheureusement, je ne l'ai pas sur moi, mais je la communiquerai par mail. Ce qu'on peut faire, c'est prendre les coordonnées. Enfin, je ferai un mail général à tous les participants pour donner les références. Ce que je ferai pour des raisons évidentes et pour ne pas privilégier un fabricant plus qu'un autre, parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité ou du placement de produits. Il y a plusieurs références, j'enverrai plusieurs références. Comme ça, on ne pourra pas me reprocher d'avoir privilégié un produit. Je n'ai pas de part, aucunement. Parfait. Et la deuxième question, à ma connaissance, moi, cette cagoule, je l'ai vue dans le BTP. Donc, je n'ai pas plus d'informations sur… elle prévient parfaitement du risque de chaleur, mais par exemple, pour les autres risques, je n'ai pas cette information. D'accord. OK. Donc, c'est après à chacun de chercher par rapport aux références que tu pourras donner. Voilà, il y aura la notice notamment. Donc, Oui, tout à fait. Ces outils de répression dont tu parlais à la fin, là, hein, sont-ils applicables hors de la qualification canicule rouge, orange, rouge? oui. Oui, parce que comme vous voyez, ils sont attachés à des textes par rapport aux ambiances thermiques de travail. Et donc, comme je disais, ce décret, il est venu ajouter des obligations, mais on ne part pas de zéro, c'est-à-dire qu'il y avait des obligations qui préexistaient, et notamment cette obligation qui touche aux locaux de travail, elle existait avant ce décret, et donc c'est une obligation. Et vous voyez, enfin, ces dernières années, l'évolution réglementaire a fait que aujourd'hui, la prise en compte de l'ambiance thermique de travail, c'est une obligation qui commence dès l'évaluation des risques, avec cette évaluation par unité de travail en prenant en compte l'ambiance thermique de travail, et qui se décline dans différents pans de la réglementation, et notamment la réglementation qui a trait aux locaux de travail, mais également celle qui se rapporte aux postes de travail en extérieur. Alors, je comprends que ça puisse faire naître des questionnements,
c'est beaucoup plus gérable dans les locaux de travail qu'en extérieur où c'est un peu plus compliqué. Mais encore une fois, en prenant en compte l'évolution de la technique, et là, je vous renvoie aux principes généraux de prévention, il y a de plus en plus de solutions qui sont mises en place et de plus en plus de solutions techniques qui permettent de lutter contre les fortes chaleurs. Peut-être Hélène, Madame Caponi, un complément? Oui, c'est une question complémentaire. Donc, du coup, Ghislain, ça veut dire que cette mise en demeure préalable à PV, elle peut être dorénavant mise si on dépasse les valeurs recommandées par l'INRS, tout simplement, en dehors de canicule, quoi. Hein. Oui, oui, notamment, Okay. notamment, et ça, ce qui est applicable pour la chaleur, c'est applicable également l'hiver pour le froid. Donc, c'est pas une action spot ou une possibilité pour l'agent de contrôle qui ne va se cantonner qu'à la période estivale. C'est quelque chose qui va pouvoir être apprécié tout au long de l'année dans les locaux de travail et en extérieur. Ouais. C'est bien, c'est un truc en plus. Ouais. Okay. Et je vois, on a un commentaire de Rémi Barbe qui explique que dans le guide de l'OPP-BTP, voilà, il a mis la référence. Merci beaucoup Rémi, qui donne des équipements rafraîchissants éprouvés à l'annexe 3. Donc, je vous invite à cliquer sur le parfait. lien. Du coup, on n'aura même pas besoin du mail derrière. Voilà, parfait. Merci Rémi. J'avais une question aussi. Quand tu parles de vigilance météorologique, on est d'accord que c'est bien celle de Météo France? Oui, tout à fait. Il n'y a pas un autre système Non, c'est bien le système Météo France et qui est basé sur ces différences de température entre la journée et la nuit. Il fait qu'on bascule. Et justement, pour prendre en compte, quand il fait chaud la nuit, c'est compliqué de dormir. Alors, à part pour ceux qui ont la clim, mais c'est plutôt compliqué. Et du coup, il est prouvé, il y a plusieurs études scientifiques qui prouvent que ça a un effet délétère sur la santé, que voilà, le manque de fraîcheur la nuit contribue à la fatigue notamment. Madame Caponi? Oui, c'est encore moi. Du coup, finalement, ces niveaux jaune, orange, rouge, je ne vois pas trop leur impact sur les mesures à prendre. Qu'est-ce que ça change qu'on soit jaune, orange ou rouge? Alors, ce qui va changer, c'est que justement, l'employeur doit prendre en compte ces différents niveaux et qu'il va être obligé de renforcer. En gros, en rouge, il va être obligé d'en faire encore plus qu'en orange et d'aller plus loin dans les mesures de prévention. Ouais, je comprends ton étonnement en disant, enfin, qui peut le plus peut le moins. Et si dès le jaune, on met en place le maximum de mesures, ça ira aussi pour le rouge. Mais des fois, il y a des mesures qui peuvent avoir des répercussions, notamment sur l'activité d'une entreprise. Quand on arrête les 3-8 ou qu'on décale la production en essayant de faire commencer les gens plus tôt, c'est tenable en canicule rouge. Je ne suis pas sûr que ce soit tenable tout au long de l'été. Ouais, bon, c'est un peu subjectif le truc, ouais, ok. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, en attendant peut-être un peu, je vous précise que les slides de Ghislain là, seront mis en ligne sur le site du SPI et qu'il y aura donc cette vidéo qui sera aussi accessible depuis le site du SPI de ce séminaire. Donc, pas d'autres questions à ce stade sur la canicule? Alors, je vous propose qu'on passe à la suite. Ghislain, je te repasse la parole pour l'exposition au risque chimique accru, donc en période de canicule. Parfait. Alors, je coupe ma caméra et je reprends le partage. Est-ce que c'est bon pour le partage? Oui, alors tu peux peut-être enlever le petit bandeau. Là, nous, on a un petit bandeau qui dit sur ton écran, votre écran est partagé. Et là, tu peux faire masquer peut-être. Parfait. Merci. Super. Donc voilà, ce que j'ai tenté de faire également, c'est le lien entre les deux parties, donc le lien entre risque d'exposition aux fortes chaleurs et risque d'exposition aux risques chimiques. Et tout ça pour vous dire que, il y a une forte, comment dire, il y a une forte implication, une forte dépendance ou implication entre les deux. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus potentiellement on peut augmenter
la possibilité d'être exposé aux risques chimiques. Pourquoi? Parce que les chaleurs et les fortes chaleurs peuvent avoir pour conséquence une augmentation de la volatilité des produits, des substances, et donc permettre leur évaporation notamment. Alors, ça ne concerne que les substances qui ont des points d'ébullition très bas. Ce n'est pas toutes les substances qui sont concernées, mais en tout cas, pour certaines substances, ça peut avoir une influence et avoir pour effet de permettre une exposition plus grande en augmentant la quantité de polluants présents dans les atmosphères de travail. Pareil, l'effet que peut avoir la chaleur face à l'exposition aux risques chimiques, c'est quand il fait chaud, on transpire et la transpiration, elle a pour effet de dilater les pores de la peau et donc elle renforce la possibilité de pénétration cutanée des produits dans l'organisme. Donc, c'est une possibilité avec la chaleur et notamment pour tout ce qui est, tous les produits qui ont une voie de pénétration cutanée dans l'organisme, c'est un risque qui est accru avec cette transpiration. Pareil, ce que ça peut engendrer, c'est que quand il fait chaud, et c'est une recommandation, c'est de boire. Le problème, et vous le savez tous, c'est qu'il y a une obligation dans le Code du travail qui interdit la présence de boissons lorsqu'on est notamment en présence d'agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Du coup, là, pareil, il faut essayer d'être vigilant, de dire, bien évidemment, il faut boire, parce que c'est important également pour la santé et sécurité. Et le but, encore une fois, ce n'est pas de créer un autre risque, mais peut-être qu'il faut aménager des lieux qui soient exempts de toute pollution pour permettre aux salariés de pouvoir boire sans faciliter la pénétration des polluants dans l'organisme via l'absorption de boissons. Classiquement, en fait, ce qu'on constate souvent, c'est que quand on a une bouteille d'eau ou encore pire une canette, qu'on l'ouvre et qu'on la laisse à côté d'un poste entre guillemets émissif, potentiellement les polluants qui sont présents dans l'atmosphère de travail peuvent entrer dans le contenant de la boisson et permettre l'ingestion du produit, du polluant ou de l'agent CMR par leurs salariés. Et ça, il faut l'éviter. Donc, il faut prévoir soit des pauses régulières pour permettre aux gens de boire dans des lieux qui soient exempts de toute pollution, soit trouver des mesures techniques, peut-être voilà, privilégier peut-être plus la bouteille d'eau qui peut se refermer que la canette. En tout cas, voilà, c'est un risque qu'il faut prendre en compte parce que l'ingestion d'agents CMR, c'est quelque chose qui malheureusement est possible en cas de contact avec les denrées soit alimentaires, soit les boissons. Donc, c'est un risque qu'il faut prendre en compte, qu'il ne faut pas négliger. Pareil, en lien avec les fortes chaleurs et sur le risque chimique, j'attire votre attention sur la nécessité d'organiser les campagnes VLEP, donc valeur limite d'exposition professionnelle, tout au long de l'année. Parce que, comme je disais, l'ambiance thermique, elle peut avoir des effets sur la propagation des polluants. Et donc, c'est important d'avoir des VLEP qui soient représentatives des différentes saisons de l'année. Parce que quand il fait froid, le comportement de l'agent CMR, ce n'est pas le même quand il fait froid que quand il fait chaud. Et donc, pour prendre en compte ces différences, il faut faire des campagnes. Alors, je le rappelle, c'est des situations représentatives de l'exposition et à différents moments de l'année. C'est pour ça que l'arrêté du 15 décembre 2009, il prévoit la réalisation d'une campagne de 3 mesures. Et cette première campagne, s'il y a un respect des 10% de la VLEP, il y a une clause de revoyure l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on peut conclure au respect de la VLEP. Par contre, si on dépasse les 10% de la VLEP et encore plus si on dépasse les 100% de la VLEP, il y a des mesures complémentaires à prendre. Si vous dépassez les 10% de la VLEP, vous êtes obligé de faire 3 campagnes en tout dans l'année glissante, c'est-à-dire de compléter la première campagne de 3 mesures, de 2 autres campagnes de 3 mesures également, qui permettront de conclure ou pas au respect de la VLEP. Si vous dépassez la VLEP pour un agent CMR avec une VLEP réglementaire contraignante, je le rappelle, ce qui est préconisé par le Code du travail, c'est l'arrêt du poste de travail et la mise en
et la mise en place immédiate, de mesures permettant de garantir la santé et sécurité des salariés exposés. Donc, voilà, je le rappelle, c'est important de faire des VLEP à différents moments de l'année pour avoir une cartographie des situations les plus représentatives de l'exposition des travailleurs. Et du coup, j'en profite. C'est pour ça qu'il est important notamment d'avoir une consultation du CSE lors de l'établissement de la stratégie d'échantillonnage, parce que qui mieux qu'eux peuvent avoir des préconisations sur les groupes homogènes d'exposition, enfin la composition, et sur le moment des prélèvements, parce que voilà, ils ont cette connaissance. Pour la plupart, ils sont soit en poste, en tout cas en lien avec des gens qui sont en poste, et donc il est important que l'organisme accrédité prenne les préconisations des membres du CSE ou de la C2SCT pour adapter la stratégie d'échantillonnage et avoir les situations les plus représentatives. Et enfin, ce que je disais également en propos liminaire, c'est la nécessité de prendre en compte les effets que peuvent avoir le port d'un EPI sur la capacité du salarié ou du salarié exposé à lutter contre la forte chaleur. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est à la fois le pays adapté aux fortes chaleurs pour réduire cet effet que peut avoir les fortes chaleurs sur l'organisme du salarié, mais également l'effet de la forte chaleur sur le pays lui-même. Et notamment, et là je vous renvoie notamment aux notices de masques, il y a des plages d'utilisation, notamment j'ai en tête la plupart des cartouches, c'est au-delà de 50 degrés, qui prouvent que la chaleur elle a un effet sur le temps de claquage des cartouches. Parce que vous le savez, dans la plupart du temps, c'est du papier à l'intérieur et bien évidemment, l'hydrométrie et la chaleur ont un effet et ont pour effet de réduire le temps de claquage. Donc, c'est important de réaliser des tests à toute période de l'année et notamment en période de forte chaleur. C'est important peut-être même de prévoir un temps réduit, en gros, de prévoir une périodicité de changement des cartouches qui soit plus réduite en période estivale, eu égard aux effets que je décrivais de la chaleur sur la protection offerte par l'appareil de protection respiratoire. Voilà pour la transition. Donc voilà, dans l'actualité, alors ça date un peu, mais on a pas mal de questions sur ce décret, donc il me semblait opportun d'y revenir. Donc, on a un décret qui est le décret 2024-307 qui a été pris le 4 avril 2024 et qui, notamment, alors dans un premier temps, il fixe des nouvelles VLEP réglementaires contraignantes, notamment pour 3 polluants qui sont le benzène, avec une VLEP qui a été abaissée dès avril 2024 à 0,5 ppm et c'était une valeur transitoire. Puisque une nouvelle baisse de cette VLEP du benzène est prévue pour avril 2026. Et là, on va passer à une valeur réglementaire contraignante de 0,2 ppm. Également, pareil avec cette mesure transitoire, cette VLEP qui est décalée dans le temps sur l'acrylonitrile, avec une VLEP qui est prévue à 1 mg par mètre cube sur 8 heures, 4 mg par mètre cube sur 15 minutes, et ça rentrera en application en avril 2026. Et pareil, une nouvelle VLEP sur les composés du nickel, avec une VLEP pour la fraction alvéolaire à 0,01 mg par mètre cube et 0,05 mg par mètre cube pour les fractions inhalables. Juste peut-être j'anticipe question, la différence entre fraction alvéolaire et fraction inhalable. Fraction alvéolaire, c'est les particules les plus petites et leur nom est tiré de leur capacité à pénétrer les alvéoles pulmonaires, à la différence des fractions inhalables qui restent dans le système respiratoire, le nez, le larynx. Donc, voilà, la capacité de pénétration fait la différence avec une capacité accrue pour les fractions alvéolaires qui sont beaucoup plus petites. Je crois qu'on est sur du 4 microns pour des fractions alvéolaires, contre du 100 microns en moyenne pour des fractions inhalables. Voilà, et ce décret, donc, outre les VLEP que je citais,
il a introduit une obligation et un renforcement de la traçabilité des expositions aux agents CMR, avec une obligation de mettre en place une liste. Et donc, ça, vous retrouvez cette obligation à l'article R4412-93-1 du Code du travail, qui a été introduit par le décret 2024-307. Et donc, c'est une obligation de traçabilité des expositions susceptibles. Donc, tous les travailleurs qui sont susceptibles d'être exposés à des agents CMR, quand on parle d'agents CMR, on parle des agents cancérigènes, mutagènes ou uroprotoxiques qui sont avérés, donc les CMR 1A, ou les agents 1B, donc c'est les CMR qui sont suspectés. Du coup, voilà, et c'est la définition qui est donnée par CLP. Donc, ça oblige à, comme cette liste, elle est faite à partir de l'évaluation des risques, ça oblige à avoir une évaluation des risques qui soit le plus exhaustive possible, et notamment qui prenne en compte ces expositions susceptibles d'intervenir. Et donc, cette liste, elle n'a pas de formalisme. Pareil, je vous mettrai le lien vers le question-réponse en ligne dès que j'ai fini la présentation, qui répond à pas mal de questions. Et donc, ce que dit notamment la Direction générale du travail, c'est qu'on prend en compte les expositions on prend en compte les expositions à partir du DUR. Et du coup, on exclut les expositions accidentelles. Et pareil, pour des raisons que j'évoquerai plus tard, on exclut les expositions anormales liées aux opérations de maintenance. Mais cette exclusion, en fait, elle est la résultante d'obligations qui préexistaient. En fait, on le verra plus tard. La traçabilité des expositions anormales, elle existait avant ce décret du 4 avril 2024. C'est pour ça que ça a été exclu. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte ou qu'on n'a que faire des expositions des maintenanciers. C'est que c'était pour pas être redondant avec des obligations qui préexistent. Donc, cette liste, elle est communiquée, bien évidemment, au service de prévention de santé au travail. Elle est communiquée de façon anonyme au CSE, sur demande notamment, et également à chaque salarié de façon individuelle. Je l'ai dit, au service de médecine du travail, sans anonymat. Voilà, parce que comme vous le savez, tout ça, ça va venir incrémenter le dossier médical de santé au travail. Et donc, ça va être conservé notamment pendant 40 ans pour permettre, le cas échéant, de faire le lien entre ces expositions et les potentielles maladies professionnelles qui pourront se déclarer plus tard. Parce que, comme vous le savez tous, le risque chimique, c'est un risque qui est différé dans le temps. Et donc, on peut très bien être exposé à un CMR, courir un marathon sans problème, et malheureusement, développer plus tard, et quand je dis plus tard, c'est parfois très long, 15, 20 ans après, une maladie en lien avec ces expositions. Donc, c'est important de tracer ces expositions. Et pareil, c'est important de tracer ces expositions, notamment parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, on a un changement de paradigme. Les gens qui font carrière dans une même entreprise, c'est plus la norme. Et on a un recours massif, notamment, et une volonté de recourir au travail temporaire. Et c'est important que chacun trace ses expositions pour éviter de faire endosser des responsabilités à des entreprises qui ont été vertueuses. Et donc, c'est important que chacun trace ses expositions des salariés, notamment des salariés intérimaires. Et pareil, et là, je fais peut-être un lien, c'est important, quand on a recours à la sous-traitance, de permettre à l'employeur d'accomplir ses obligations et notamment de lui donner des informations précises sur les polluants auxquels sont exposés ses salariés, parce que tout déficit d'information, en fait, va priver l'employeur de cette possibilité, notamment de tracer l'exposition, mais également de mettre en œuvre son évaluation des risques et ses mesures de prévention. Donc là, c'est un message que j'assume. Il est important de prévoir des plans de prévention qui soient très exhaustifs et très détaillés. Trop souvent, on voit des plans de prévention annuels qui ne sont pas assez détaillés, ce qui prive
l'employeur des salariés sous-traitants de pas mal de possibilités. Donc, c'est très important de prévoir une liste exhaustive, notamment d'expositions et notamment des expositions susceptibles d'intervenir. Pareil, si j'ai un message à faire passer, on l'a dit, vous le verrez dans la question-réponse de la DGT, bien évidemment, l'exposition accidentelle, sauf dans certains cas, elle n'est pas anticipable. Et donc, on ne fait pas de liste parce qu'on n'a pas cette évaluation des risques. Par contre, j'attire votre attention sur l'exposition accidentelle. Elle n'est accidentelle que la première fois, c'est-à-dire que on n'avait peut-être pas anticipé, pas prévu, c'est un risque qui ne s'est jamais présenté, on n'a pas ce retour d'expérience. Et donc, la première fois, voilà, c'est une exposition accidentelle. Par contre, cette exposition ne peut pas rester lettre morte. Et après une exposition accidentelle, l'obligation, c'est de revoir la copie de l'évaluation des risques et du plan de prévention. Et donc, de définir des mesures qui vont garantir la santé et sécurité des travailleurs et donc de mettre à jour l'évaluation des risques et les plans de prévention face à ce nouveau risque identifié. Et donc, c'est pour ça que c'est important de souligner que l'exposition accidentelle, elle n'est accidentelle que la première fois. Après, elle nécessite l'évaluation des risques et la définition de mesures de prévention pour lutter contre ce risque qui a été identifié. Donc, cette liste, il n'y a pas de formalisme. Vous voyez, vous verrez notamment sur le question-réponse sur la page du ministère, il n'y a pas de formalisme qui est imposé. Et pareil, ça exclut l'amiante, mais ça n'interdit pas. Il n'y a rien qui interdit. Il est loisible à l'employeur d'inclure des expositions à l'amiante. Et ce n'est pas le lieu, et on en parlait en propos liminaire, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un événement sur les expositions à l'amiante sur les sites du pourtour des Temps de Berre. Ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas interdit d'inclure ces expositions à l'amiante. Donc, cette liste, elle doit prévoir, quand c'est disponible, bien évidemment, les substances concernées, mais aussi la nature, la durée et le degré d'exposition, lorsque ces informations sont disponibles. Et pourquoi le décret parle de disponibilité de ces informations? Parce que là aussi, ça fait écho à une obligation qui préexistait et que vous retrouverez pour les CMR à l'article R4412-86 du Code du travail, qui prévoit une obligation d'information des travailleurs exposés, mais également des membres du CSE, sur pourquoi on utilise un agent CMR, quelles sont les possibilités de substitution et notamment quelle est la nature, la durée et le degré des expositions. Donc, quand ces informations sont disponibles, bien évidemment, on doit les inclure dans la liste évoquée par le décret du 4 avril 2024, donc la liste des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents CMR. Et comme je disais, cette liste, elle est conservée pendant au moins 40 ans. Voilà, pareil, le message que je voudrais faire passer, c'est que ce décret, il a suscité beaucoup de questions, mais parfois des questions qui n'avaient pas lieu d'être dans la mesure où, encore une fois, il y avait tout un tas et il y avait pléthore d'obligations qui préexistaient. Et notamment, quand on parle d'informations sur des expositions, c'est l'article R4412-92 du Code du travail, qui existait avant le décret 2024-107, et qui prévoit une information qui est donnée aux salariés, aux médecins du travail et aux membres du CSE sur toutes les obligations, sur toutes les expositions, anormales à des agents CMR, à des ACD, et notamment des CMR. Et donc, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre de partager les causes de ces expositions, mais encore plus important, les mesures qui sont mises en place pour remédier à ces expositions. Et pareil, c'est important et notamment par rapport aux médecins du travail, parce que, comme on le verra, le médecin du travail, quand il y a des expositions anormales à des CMR, il a des obligations. Et le privé de ces informations, ça ne le permet pas de mettre en œuvre ces obligations, notamment en termes de suivi, qu'il soit biométrologique, mais également d'examen complémentaire face à des expositions anormales.
Et pareil, vous verrez, donc là, c'est stricto sensu l'article R4412-92. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc il prévoit une information le plus rapidement possible des travailleurs exposés, du comité social et économique et du médecin du travail, des expositions normales, y compris celles mentionnées à 4412-75. Et R4412-75, c'est tout ce qui est expositions qui sont prévisiblement plus importantes pour toutes les opérations de maintenance. C'est pour ça que ce que je vous disais, le décret, il a exclu ces opérations parce que ça existait déjà. C'est-à-dire que quand on a une exposition dans le cadre d'une maintenance qui est prévisiblement plus importante, parce que le propre de la maintenance, c'est notamment d'agir sur les moyens de protection. Et du coup, quand on intervient en maintenance, potentiellement, les moyens de protection collective qui sont mis en place sont soit défaillants, c'est pour ça qu'on a une opération de maintenance, soit pour des opérations d'entretien, ils sont coupés. Et notamment, je pense, quand on intervient sur des moyens d'aspiration à la source, pour un changement de filtre, eh bien, quand on est face à une source exposante, on est privé de cette protection collective. Et bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on recourt à une protection individuelle accrue. Et c'est pour ça que pléthore d'opérations de maintenance, je pense notamment au changement de filtre sur des cabines avec des CMR, ça se fait bien souvent en appareil respiratoire isolant, en ARI, justement parce qu'on n'a pas de protection collective. Voilà. J'en ai fini avec ce décret. Donc, vous voyez, et là, je reviens en arrière lourdement, on va dire. Ce qu'il faut garder en tête, c'est l'importance de la transmission de l'information, ce qui oblige l'employeur, dès l'introduction de produits, et notamment d'agents CMR, à être partie active dans la recherche d'informations. Ça se fait, comme vous le savez, au travers de la fiche de données de sécurité. Donc, si un employeur est destinataire d'un produit sans FDS, alors c'est une obligation du fournisseur, bien évidemment, mais ne pas attendre et revenir dès la livraison vers son fournisseur pour exiger la FDS. La FDS, elle doit être fournie gratuitement dans la langue du pays membre, donc en français pour les entreprises du pourtour des Temps-de-Berre. Et c'est une obligation pour le fournisseur de fournir une FDS et notamment de veiller aux mises à jour. Comme vous le savez, avec Rich, la connaissance qu'on a des produits, elle change très vite. Et donc, j'aime souvent à dire que les ACD d'aujourd'hui sont les CMR de demain. Donc, c'est important d'avoir cette information. Si cette information est défaillante, comme je disais, c'est toute la chaîne d'information qui va priver les différents acteurs de leurs obligations. Et notamment, si on n'a pas l'information sur la présence d'un CMR, on ne pourra même pas mettre en place la démarche de prévention CMR, notamment qui est prévue aux articles R4412-70 et suivants du Code du travail. Et ça va priver tous les intervenants, le médecin du travail, l'employeur sous-traitant, des possibilités de prévenir le risque d'exposition à des agents CMR. Donc, vraiment, c'est capital, cette circulation de l'information. Et c'est pour ça que, vous le verrez plus tard, j'ai tenu à faire un focus sur la réglementation et l'architecture de la réglementation CMR, parce que vous le verrez, tout est lié et elle est très logique, elle est très calquée sur les mesures généraux de prévention, érigeant la suppression de risques en maxime et en obligation, et en faisant de l'exposition de travailleurs à des agents CMR des exceptions, et des exceptions qui sont très strictement encadrées. Donc voilà, une petite digression, c'est pas trop enfin, ça relève pas trop de l'inspection du travail, mais je tenais à vous signaler que le décret du 24 septembre 2020, donc c'est le décret post-Lubrizol, il entre pleinement en application dans la mesure où un temps a été laissé pour la révision des POI. Et là, on a passé ce temps, cette période transitoire, et là, il y a une obligation d'intégrer dans les POI les premiers prélèvements environnementaux suite à un incident. Et donc, ça demande en amont de faire un ciblage, bien évidemment, à la fois des produits, mais ça, c'est assez facile si on a les FDS, des produits qui sont utilisés
dans le cadre des process, mais également, et ça j'attire votre attention, sur les produits de décomposition susceptibles d'être dégagés ou émis lors d'incidents. Et quand je parle d'incidents, vous l'aurez compris, je vise particulièrement les incendies. Donc, les dioxines, les HAP, les métaux lourds qui peuvent être émis à l'occasion d'un incendie. Et pour identifier au mieux ces produits de décomposition, ce qui est important, il est important de se référer à la rubrique 10 de la fiche de données de sécurité qui liste justement ces produits de décomposition. Et c'est important, encore une fois, je reviens sur la circulation d'informations, c'est important également que cette information soit partagée avec les services d'intervention et de lutte contre l'incendie pour qu'ils puissent également se protéger en connaissance de cause sur les produits de décomposition qui sont susceptibles d'être émis en cas d'incendie. Donc voilà, ce qui est important également, c'est d'avoir une fluidité dans la réalisation de ces mesures, donc d'avoir l'habitude et d'avoir à disposition, si possible, un organisme capable de faire ces mesures et de prévoir également une coordination entre les services d'urgence et les autorités environnementales. Et là, bien évidemment, je pense en premier lieu à l'ADREAL. Donc, c'est important, encore une fois, que l'information, dès qu'on est en déclenchement POI, de s'assurer de la communication et de l'information de l'ensemble des partenaires et des autorités. Et encore une fois, voilà, c'est important, et ça, c'est bon à toute mesure de prévention, d'essayer d'avoir des exercices qui soient le plus représentatifs des situations réelles. Et donc, c'est d'où l'importance d'avoir les exercices POI en conditions réelles, parce que il est plus facile de réfléchir et d'avoir un retour d'expérience avec de moindres conséquences que de faire face à de gros incidents et de s'apercevoir qu'on a des trous dans la raquette, vous me passerez l'expression. Voilà, donc on arrive à ce que je vous disais. Donc, c'est un schéma qui va un peu vous donner l'architecture de la réglementation. Donc, comme je vous disais, la réglementation agents chimiques dangereux et cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, elle est calquée sur les principes généraux de prévention. Et donc, le premier PGD, c'est la suppression des risques. Et donc, son pendant dans la réglementation risque chimique, c'est l'obligation de substitution. Donc, c'est l'article R4412-66 qui oblige l'employeur à faire une démarche active de substitution. Parce qu'encore une fois, le principe, et ça, il faut le garder en tête, c'est que le Code du travail, contrairement à ce que peut laisser penser l'existence de valeurs limites d'exposition professionnelle, ce que prévoit le Code du travail, c'est d'interdire l'exposition de travailleurs à des CMR. Et donc, cette recherche active de substitution, ça doit être tracé et inscrit dans le DUR. Donc, l'employeur, il a l'obligation chaque année d'annexer à son DUR les recherches actives de substitution qu'il a effectuées au cours de l'année. Et donc ça, c'est l'obligation et c'est le principe. Et donc, on ne peut passer à d'autres principes que si on prouve que techniquement, on a fait toutes les recherches et qu'il n'est pas possible techniquement de substituer le produit. Et donc, dans ce cas-là, ce que dit le Code du travail, c'est qu'on va utiliser ce produit en vase clos. Ou, encore une fois, en cas d'impossibilité technique, on va utiliser ce produit avec une captation à la source. Pareil, on est toujours dans le schéma qui est prescrit par les principes généraux de prévention. Donc, on ne peut pas le supprimer. Du coup, on va appliquer des mesures de prévention en essayant de remplacer. Alors, la substitution, c'est remplacer ce qui est dangereux parce qu'il ne l'est pas. Et l'autre principe généraux de prévention, c'est de prévoir des mesures de prévention en privilégiant la protection collective sur la protection individuelle. Et donc, le but, c'est de s'assurer une maîtrise collective de l'exposition. Et ce qui est prévu, c'est un principe d'évitement. C'est-à-dire que par le vase clos, ce qu'on veut, c'est éviter les expositions. Encore une fois, voilà, il faut concevoir cette réglementation comme une pyramide ou une échelle, on va dire. Et donc, on descend d'un cran, pareil, on peut prouver qu'en vase clos, ce n'est pas possible techniquement, ou qu'on ne peut pas capter à la source l'ensemble des polluants, ou qu'on ne peut pas capter du tout
à la source les polluants. Dans ce cas-là, on va évaluer ce qui n'a pas pu être évité. Pareil, ça fait écho aux principes généraux de prévention. Et donc, on va évaluer au sein du DUR et lister au sein du DUR non seulement les risques, mais c'est également le plus important, les mesures de prévention qui y sont associées. Et là, encore une fois, il y a une place centrale de la FDS parce que la FDS, elle va permettre d'évaluer le risque parce qu'elle va lister les produits, les substances contenues notamment au sein des mélanges. Elle va lister tous les produits CMR ou ACD, mais également, elle va donner une indication. Alors, bien souvent, c'est très généraliste, malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais elle va donner des indications sur les équipements de protection à mettre en place pour se prémunir du risque inhérent à l'utilisation et l'exposition à telle ou telle substance. Et donc, une fois qu'on a fait cette évaluation des risques, on va mettre en place une démarche prévention. Pour les CMR, elle est listée à l'article R441270 que j'ai évoqué précédemment. Et donc, vous verrez, il y a notamment la mise en place de mesures et de procédés de travail adaptés visant à réduire l'exposition. Il y a la réduction du nombre de salariés exposés ou susceptibles d'être exposés. Et il y a également la mise en place de mesures d'hygiène pour réduire ces expositions. Donc, cette démarche de prévention, vous verrez, elle est en de multiples points, elle est primordiale. Et également, ce qui est prévu à l'article R441275, pareil, je l'ai évoqué précédemment, c'est des mesures renforcées pour les activités de maintenance, parce que, comme je l'évoquais, quand on est en maintenance, bien souvent, on est privé de la protection collective. Donc, c'est important qu'on ait des mesures spéciales et renforcées, parce que potentiellement, l'exposition elle peut être plus importante en phase maintenance qu'elle ne l'est en phase d'application process classique. Voilà. Donc, pareil, pour faire le lien, donc, quand on a défini ces mesures, c'est important de les communiquer et notamment de communiquer aux travailleurs concernés, aux membres du CSE, aux médecins du travail, les activités procédés industriels mises en œuvre et les raisons d'utilisation des CMR. C'est le fameux article R441286 que je citais précédemment et qui oblige l'employeur à informer les travailleurs, les membres du CSE et le médecin du travail sur les produits CMR utilisés, les raisons pour lesquelles ces produits sont utilisés, la quantité de produits utilisés, le nombre de travailleurs exposés, la nature, et rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment, la nature, la durée des expositions et bien évidemment les mesures de prévention qui sont mises en place. Et encore une fois, les cas de substitution qui doivent être listés, c'est important d'informer les membres du CSE sur, parfois, et c'est le cas, alors, notamment dans un milieu que je connais bien, qui est l'aéronautique, il y a des obligations de qualification des produits, ce qui fait qu'il peut se passer un laps de temps entre validation du substitut, du produit de substitution, et implémentation réelle, parce qu'il y a des obligations de validation de ces produits. Donc, des fois, il y a un temps, mais c'est important d'informer les travailleurs et les membres du CSE sur on a découvert un substitut, on a besoin d'un peu de temps pour le déployer concrètement. En tout état de cause, la raison, quand on a un substitut, on ne peut pas dire, et là, pour le coup, c'est une infraction, de dire, bon, on va attendre de finir les stocks parce qu'on a des stocks pour 2 ans et seulement après, on déploiera le substitut. Non, dès qu'on a un substitut qui peut être déployé, sauf impossibilité technique que j'évoquais précédemment, c'est une obligation de supprimer le risque. Donc, il faut le mettre en œuvre dès réception de ce produit de substitution. Et donc, vous voyez, toutes ces informations, elles vont permettre la rédaction de cette liste des travailleurs qui est prévue par le décret que je vous ai présenté tout à l'heure, le décret 2024-307. Donc, vous voyez que si on a un manquement dans l'information, et ça peut partir dès le début par l'absence de FDS, et bien malheureusement, c'est par un rapport de cause à effet, on va dire, ou un effet papillon, c'est tout un pan de réglementation qui ne va pas pouvoir être appliqué, ou en tout cas, on va se priver d'exhaustivité et d'effectivité de tout un tas de mesures.
Voilà. Et là, un point très important aussi, pour participer à cette communication et cette périclitation de l'information, c'est important de pouvoir rendre les informations accessibles au plus grand nombre, et notamment aux utilisateurs, aux travailleurs exposés. Et pour ce faire, ce qui est prévu par l'article R4412-39 du Code du travail, c'est l'obligation de mettre en place une notice de poste, qui est différente de la fiche de poste habituelle sur un poste de travail. C'est vraiment une notice de poste qui, en fait, recense tous les risques auxquels les salariés sont exposés, mais également les moyens de s'en prévenir. Et cette notice de poste, en fait, elle va venir vulgariser les informations qui sont contenues dans la FDS, parce que, enfin, pour ceux qui ont lu une FDS, c'est pas accessible au plus grand nombre parce que déjà c'est très long. On a 16 rubriques avec des données parfois un peu techniques. Plus pour les substances soumises à autorisation, on a les scénarios d'exposition en annexe. Donc, voilà, moi j'ai déjà vu des FDS qui faisaient près de 100 pages. Donc, bien évidemment, on ne va pas demander à chaque salarié de lire l'ensemble des FDS. D'où l'intérêt d'avoir cette notice de poste qui va lui permettre d'avoir un résumé synthétique à la fois des risques auxquels il est exposé, mais surtout des mesures qui sont mises en place par l'employeur pour garantir sa santé, sécurité, se prémunir de ce risque. Voilà, cette notice de poste, encore une fois, elle va permettre d'avoir des informations et de communiquer ces informations, notamment au service de santé au travail, qui, comme vous le savez, va être en charge notamment du suivi médical renforcé des travailleurs exposés, mais également de renseigner les fiches d'exposition. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de quiproquos, beaucoup de gens, quand on parle de fiches d'exposition, disent oui, mais les fiches d'exposition, ça a été supprimé. Alors, c'est faux parce que, notamment pour l'amiante, les travailleurs de l'amiante, c'est toujours maintenu, mais on n'a pas supprimé l'obligation de traçabilité d'exposition dans le dossier médical du travail. La preuve, ce décret, il vise à nourrir et à conserver pendant 40 ans, le décret 2024-307, j'entends, il vise justement à avoir une traçabilité pendant 40 ans d'exposition. Donc, preuve en est, le but, ce n'est pas de plus tracer, bien évidemment. Il y a un débat sur, oui, on ne peut pas parler de fiche d'exposition, peu importe, j'ai envie de vous dire, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, vous me passerez l'expression, mais ce qui est important, c'est de tracer, peu importe comment on l'appelle, fiche d'exposition. Ce qui est important, c'est que le médecin du travail ait l'information. Et comme je vous l'ai dit, notamment en application de l'article R4412-92, c'est inconcevable qu'un médecin du travail n'ait pas l'information d'exposition anormale à un CMR. Pour le coup, c'est une infraction au Code du travail. Et ça le prive, comme je vous le disais, de sa possibilité et de son devoir d'assurer le suivi médical des travailleurs. Parce que, comme vous le savez, notamment sur tout ce qui est suivi biométrologique, le médecin du travail, il est instigateur. Parce que la seule valeur limite biologique obligatoire, c'est le plomb, donc les plombémies qui sont obligatoires au titre du Code du travail. Pour tout le reste, il faut une démarche proactive du médecin du travail. Et qui mieux que lui peut être à même de savoir quel examen complémentaire il doit réaliser, quel suivi biométrologique il doit mettre en place, des chromuries, des plombémies, je l'ai cité, des prélèvements urinaires, à quel moment doivent être réalisés ces prélèvements. Donc, s'il n'a pas toutes ces informations, ça le prive de cette possibilité de mettre en œuvre un protocole de suivi des expositions. Voilà, donc j'ai anticipé la slide. Donc, encore une fois, pour pouvoir assurer un suivi exhaustif et notamment mettre en place des examens médicaux sur les travailleurs exposés, mais également sur tout le groupe homogène d'exposition suite à une exposition anormale, il est capital que le médecin du travail soit informé des expositions. Et on en arrive à cette obligation. Donc, l'article R4412-52 du Code du travail, il prévoit qu'en cas de toute anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents CMR ou en cas notamment d'intervention d'une maladie professionnelle,
tous les travailleurs qui ont subi une exposition comparable sur le même lieu de travail doivent faire l'objet d'un examen médical qui est assorti éventuellement d'examens complémentaires. Encore une fois, c'est à la main du médecin du travail. Donc, vous le voyez, si le médecin du travail n'est pas prévenu de ces expositions anormales qui sont susceptibles de causer des anomalies, il est privé de cette possibilité de faire des examens sur l'ensemble des GEH. Parce que, encore une fois, ça fait appel à cette subjectivité. Sur une même exposition, on va avoir des travailleurs qui vont avoir des signes cliniques très explicites, ou qui peuvent aller jusqu'à des malaises. Mais à côté, on peut avoir des gens qui ont eu la même exposition et qui vont avoir juste des maux de tête, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été exposés, d'où l'intérêt d'avoir ces examens complémentaires pour s'assurer sur l'ensemble du GEH exposé quelles ont été les conséquences sur la santé et sécurité des travailleurs. Voilà, et vous voyez le but, bien évidemment, de cette réglementation, c'est de réduire les expositions. Et c'est pour ça que la volonté du législateur, ça a été d'introduire des valeurs limites d'exposition, mais encore une fois, j'insiste, la VLEP, elle ne doit pas être appréhendée comme un droit exposé. En fait, la VLEP, c'est un minima de prévention et elle va venir valider la démarche de prévention mise en place. En gros, on va savoir que en mettant tel type alors je donne un exemple, d'aspiration à la source, je suis proche de zéro de la VLEP, ce qui vient conforter ma démarche d'évolution, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un acquis et que je ne dois pas rechercher à substituer le produit ou à mettre en œuvre le principe d'évitement. La VLEP, vraiment, on a démontré qu'on ne pouvait pas substituer, qu'on ne pouvait pas utiliser en vase clos ou à réduire au plus bas qu'il est techniquement possible. Dans ce cas-là, on valide la démarche de prévention, mais ce n'est pas une fin en soi. Et je rappelle qu'en cas de dépassement d'une VLEP réglementaire contraignante, on est obligé d'arrêter le poste de travail, pour un CMR, j'entends. Hein. On est obligé d'arrêter le poste de travail, de mettre en place immédiatement des mesures propres à garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Et vous voyez, c'est lié, c'est que ces démarches, elles doivent viser à réduire l'exposition au plus bas qu'il est techniquement possible. Et comme je disais, comme la technique évolue de plus en plus, il faut se tenir au courant de quelles sont les mesures qui peuvent permettre de réduire cette exposition plus bas qu'il est techniquement possible. Donc, ça demande une veille active, notamment des départements HSE pour les plus grosses entreprises, à la fois dans la recherche de substituts, mais également dans les moyens techniques propres à réduire le niveau d'exposition. Et c'est pour ça qu'il existe des grandes messes des préventeurs, et notamment des salons comme Préventica, qui chaque année permettent d'exposer des solutions techniques visant à améliorer les conditions de travail et à réduire notamment l'exposition aux risques chimiques. Voilà. Autre information d'actualité, c'est la révision du règlement CLP. Alors, je ne rentre pas dans les détails mais en gros, il faut retenir que l'évolution majeure, elle concerne l'étiquetage, avec des obligations sur la police, la taille des caractères, avec un fond blanc, un espacement qui est augmenté de 120%, avec le recours aux étiquettes pliantes qui sont désormais recommandées pour les petits contenants. Le recours à l'étiquetage numérique, c'est-à-dire, ça se voit de plus en plus, notamment le renvoi avec des QR codes vers des données électroniques, mais sachant que ça ne se substitue pas à l'étiquetage physique. C'est un complément. En gros, on peut mettre une étiquette avec un QR code qui renvoie à une version dématérialisée de la FDS, mais ça ne se substitue pas, donc on est obligé d'avoir l'étiquetage conforme à CLP. Et l'obligation, c'est que quand on a un lien électronique, ça doit se faire en maximum 2 clics. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 clics pour accéder à la FDS ou aux données d'étiquetage pour être plus précis. Et il y a une obligation de conservation pendant 10 ans. Alors pareil, ça renforce l'obligation
de signalement des substances qui sont persistantes, bioaccumulables et ou toxiques, ou très persistantes, très bioaccumulables, ou persistantes, mobiles et toxiques. Et ça introduit l'obligation d'identifier les perturbateurs endocriniens avec l'obligation de mentionner la présence de perturbateurs endocriniens, notamment dans les mélanges. Également, ce que je vous signale, parce que c'est d'actualité, c'est la mise à jour de la liste européenne des substances CMR. Donc, ça a été publié notamment en juin 2025 par le CNRS. Et en fait, pareil, ça tient en compte, ça prend en compte pardon, excusez-moi, l'adaptation aux progrès techniques. Donc, c'est la 23e adaptation aux progrès techniques. Donc, en gros, comme on a des connaissances qui s'enrichissent mois par mois, régulièrement, on a le tableau 3 de l'annexe 6 du règlement CLP qui est mis à jour. Et donc, en juin 2025, on a eu la 23e mise à jour avec des entrées dans la liste des substances CMR. Voilà. Alors, je fais un point d'étape là. Je vous remercie de votre attention. Et après, je vous présenterai quelques outils. Et je vous écoute pour vos éventuelles questions. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie, donc exposition au risque chimique? Hervé, je t'en prie. Alors, moi, j'ai quelques questions. Oui. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on doit anonymiser la liste pour le CSE alors qu'elle ne l'est pas pour le service de prévention. Et quand on parle d'anonymiser, est-ce qu'on peut quand même parler de groupes d'exposition homogènes pour les listes données au CSE? Alors, le caractère anonyme, alors, il me semble que ça peut, enfin, les données sur l'exposition, ça peut s'apparenter à des données médicales. Et comme de toute façon, ça va incrémenter le dossier médical, c'est, je pense, qui a prévalu sur la liste anonyme. C'est pour ça que, comme le service santé au travail, c'est lui qui va venir incrémenter le dossier médical des travailleurs, il est obligatoire et plutôt bien fondé de lui donner une liste non anonyme parce que son obligation, c'est de venir prendre cette traçabilité et la mettre dans le dossier médical de santé au travail du travailleur. Bien évidemment que les membres du CSE, je pense qu'ils ont cette liste de façon anonyme pour respecter ces données peut-être qui pourraient être à caractère médical sur les conséquences de ces expositions. Ce n'est pas l'exposition en soi qui est à caractère médical, c'est peut-être les conséquences qu'elle pourrait avoir sur la santé du travailleur. En tout cas, le CSE, bien évidemment, s'il n'avait que la liste anonyme sans les GEH, ça serait totalement… ça ne servira à rien, en gros. Et évidemment, le but, c'est de mettre fin à ces expositions. Donc, il n'y a pas de formalisme qui est prescrit, mais moi, il me semble qu'il est plutôt de bon ton de donner la liste par GEH et par produit. Comme ça permet de savoir quel type de travailleur et quel groupe d'exposition homogène est exposé à tel ou tel produit et quelles mesures de prévention on va mettre en place pour essayer que cette liste, elle finisse avec 0 travailleur susceptible d'être exposé. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, merci. Je vous en prie. Madame Caponi? Oui, je rebondissais sur la question précédente et la réponse de Ghislain. Au final, ce que tu dis, Ghislain, c'est le DU, hein? Oui. Donc, je ne vois pas tellement finalement cette liste anonymisée, ce qu'elle amènera de plus par rapport au DU s'il est correctement fait. En fait, je pense que c'est aussi une possibilité pour le CSE d'avoir un droit de regard sur le nombre et être sûr que l'employeur il donne une exhaustivité à l'article R4412-93-1. Et ça leur permet d'être sûr que quand on confronte le DUR et la liste anonyme, on est sûr qu'on n'a pas oublié du personnel. Je pense que c'est l'esprit du texte en tout cas. Oui, d'accord. Ça peaufine le nombre de gens exposés. Oui, ok. Pourquoi pas, ouais. Donc, je précise à Madame Caponi que vous êtes ingénieur conseil à la CARSAT Sud-Est. Hein. C'est ça, oui. Merci. Monsieur Capelli. Oui, bonjour. Une petite question par rapport au DU, justement, sur, par exemple, une nouvelle exposition.
en cas de désaccord entre la vision des élus CSE, C2SCT et l'employeur, comment que ça se passe pour intégrer des choses supplémentaires au document unique? Alors, normalement, c'est une obligation de l'employeur, mais bien évidemment, il faut intégrer le CSE. Et le désaccord, il porterait sur quoi? Sur l'identification de telle ou telle substance, c'est ça? Ou sur les mesures à prendre? Plutôt sur les mesures à prendre. L'identification, on l'a, c'est plutôt les mesures à prendre, les cartographies, la méthode, l'identification justement des groupes de travailleurs homogénéisés, là, enfin, vous voyez. Ben, à part le DGI, enfin, le danger grave imminent, où là, il y a des possibilités de faire trancher, notamment sur les mesures à prendre par l'inspection du travail, il n'y a pas d'obligation, enfin, il n'y a pas prévu de désaccord au niveau du DER. Tout est le résultat d'un compromis. Le compromis, et ce que je dis souvent aux membres du CSCT, aux employeurs, vous avez un but commun, c'est la protection des travailleurs. Et ce but commun, il doit vous unir et à identifier les mesures de prévention qui sont le plus efficaces possible. Et pour faire adhérer le plus grand nombre, il faut que l'employeur fasse état de cette recherche, notamment des mesures à prendre, et de dire, voilà, moi, j'ai listé toutes les possibilités possibles, et en fait, ce que j'ai retenu, c'est ce qui va protéger au mieux les travailleurs exposés. Ce qui permettra, je vois mal des membres du CSE s'opposer à des mesures qui sont propices à la protection des travailleurs. Ah, non, Après, je pardon. valide. Oui. Je valide, hein, Non, mais le discours, il est important parce que, effectivement, il faut expliquer, ben voilà, parce que des fois, encore une fois, on se heurte aux limites techniques. C'est-à-dire que, bien évidemment, on pourrait dire, vu que le texte dit réduction au plus bas qu'il est techniquement possible, ben, la solution, c'est de dire, on passe tout le monde en aérie ou en adduction d'air et on répond pleinement au code du travail. Sauf que ça, c'est à confronter au principe de réalité où des fois, ben, sur une unité, on ne peut pas amener l'air au fin fond de l'unité parce qu'il y a des tuyaux, il y a de l'encombrement, il y a des risques à texte. Du coup, on est contraint par la technique et de trouver un compromis. Et je pense qu'il faut expliquer parfois aux élus, mais aussi inversement, les élus doivent expliquer à l'employeur qu'on peut faire des compromis, mais pas sur la santé et sécurité. On peut faire des compromis en adaptant des mesures techniques parce que techniquement, ce n'est pas possible d'utiliser l'adduction d'air, par exemple, mais de dire, ben, vu qu'on ne va pas avoir l'adduction d'air, peut-être qu'on va mettre en place des mesures organisationnelles plus strictes pour réduire le facteur de fin, pour compenser la faiblesse du facteur de protection assigné d'un masque qui va être plus bas que l'adduction d'air. Mais voilà, pour répondre vraiment clairement à votre question, il n'y a pas de règles ou de réglementation qui prévoit en cas de désaccord sur le DUR, pardon. Encore une fois, c'est le fruit d'un consensus. C'est pour ça que tout le monde doit se mettre régulièrement autour de la table et être force de proposition pour dire, voilà, moi, je trouve que telle mesure, elle va plus protéger. Oui, non, c'est compatible. Et souvent, le désaccord, il vient de ce qui est possible, ce qui est prôné par les préventeurs et la possibilité concrète parce qu'il y a des obligations de production, il y a des obligations diverses et variées. Et du coup, c'est vraiment le compromis. Et pour obtenir l'adhésion du plus grand monde, c'est important de dire on travaille tous dans le même sens à viser à réduire au maximum l'exposition. Le problème, c'est que si on commence sans tenir informés les élus de la substitution où on en est, de ne pas avoir de fiche de poste, malheureusement, on n'a pas fait le pas vers les membres du CSE et c'est bien souvent là où le dialogue est plus difficile. OK. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hervé. J'aurais une question de fond. Oui. On parle des opérations de maintenance qui sont exclues du décret VLEP. Est-ce que les entreprises qui ne font que de la maintenance sont soumises au décret VLEP ou pas? Ben, à mon avis, oui, parce que eux, dans leur évaluation des risques, ça sera une activité normale de l'entreprise.
C'est-à-dire, ils sont maintenanciers, ils interviennent sur des sites. Et donc, dans leur DER, ils auront bien pris en compte, en tout cas, je l'espère, tous les risques qui sont liés aux opérations de maintenance. Ce qui est prévu dans R44-1275, c'est en fait, c'est pas spécifique, enfin, c'est pas les opérations de maintenance en tant que telles, c'est l'augmentation potentielle de la teneur d'exposition dans les opérations de maintenance. Mais c'est pas l'activité maintenance en telle qui est exclue, c'est en fait, elle est exclue du décret pour être plus précis, parce qu'il y a cet article qui prévoit des mesures spéciales pour les opérations de maintenance. Mais en plus, c'est-à-dire quand on fait de la maintenance, par exemple sur une cabine, quand vous avez les peintres, voilà, il y a leur évaluation des risques. Il y a évidemment, on peut pas, enfin, on prévoit une cabine de peinture qui aspire la plupart des risques. Quand on vient en maintenance de la cabine, on est privé de cette protection collective et bien évidemment que potentiellement, on va avoir une exposition supérieure parce qu'on va venir enlever les caillebotis, changer les filtres et donc on va avoir une source d'émission sans protection collective. Mais moi, pour faire en tout cas ma vision des choses, mais encore une fois, je vais vous mettre le lien de ce pas vers le question-réponse. À mon avis, les maintenanciers dont les opérations de maintenance sur l'activité normale d'entreprise et donc qui font l'objet d'une évaluation des risques sont soumis au décret. Je vous ai mis le lien dans le chat. Super. Merci. Super, merci bien. D'ailleurs, je reviens juste, les VLEP, la benzène est composé du nickel, en fait, que tu as indiqué là dans le slide, il portait bien sur une durée de 8 heures. Hein, il fallait l'entendre sur une durée de 8 heures, en fait. Enfin, Tout à fait. Si je dis pas de bêtises, oui, pour ces deux polluants, c'est sur 8 heures. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Gisela a mis le Je vais lien reprendre la main, sur le... juste pour présenter quelques outils NRS qui sont intéressants. Alors, je recoupe Voilà. ma caméra. De toute façon, vous avez des questions-réponses aussi donc dans le lien qu'a mis Ghislain sur le ministère du Travail. Et donc là, on finit avec quelques outils. Alors, hop. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Ouais. Et oui, tout à fait. Et du coup, je profite aussi pour vous dire que Shirley va vous envoyer par le chat toujours un lien vers un questionnaire satisfaction. Et voilà, si vous pouvez le remplir, ça nous serait très utile. Et notamment, il y a une rubrique qui consiste à faire des propositions de thématiques pour un prochain webinaire de ce type. Donc, n'hésitez pas à faire vos propositions. Donc, je te laisse la main, Ghislain, pour le dernier slide. Merci beaucoup. Ouais, j'ai tenu à vous lister. Alors, pareil, c'est pas exhaustif, mais il y en a pas mal. Des outils NRS, parce que l'INRS, je trouve que sont sous-cotés, si j'ose dire. Ils font des outils très, très bien et très nombreux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connaissance de ces outils, qui sont pourtant capital, et notamment pour tout ce qui est évaluation du risque chimique. Il y a des outils qui sont très bien faits. Alors, en premier lieu, je vais citer un outil que la majorité d'entre vous connaissent, qui est l'outil CERIC. Là, on est sur l'évaluation, l'aide à l'évaluation du risque chimique, des expositions au risque chimique. Autre outil aussi qui est très, très intéressant et qui est plutôt méconnu, c'est l'outil MIXI. MIXI, en fait, il permet de répondre à l'obligation du Code du travail sur les polyexpositions. Et en fait, ça vous permet de voir si on a une polyexposition à des agents chimiques, qu'elles peuvent avoir ce qu'on appelle l'effet cocktail et les effets que ça peut avoir. Et par exemple, quand on est face à un solvant, ben, ça peut dilater les pores de la peau. Et donc, quand on associe ce solvant à un produit, un agent notamment CMR, qui a une voie de pénétration cutanée, eh ben, potentiellement, on va augmenter le risque. Cet effet cocktail va faire que le mélange qui est utilisé va plus exposer que les produits utilisés séparément. Il y a l'outil 110 aussi, qui permet en fait d'avoir des expositions aux risques chimiques par rapport à des situations de travail données. Donc, c'est un peu un recensement des outils, enfin des retours d'expérience qui peut être
qui ont été compilés. Il y a pas mal de postes de travail qui ont été recensés, pas mal vous verrez, c'est très riche en quantité. Il y a Altrex biométrologique, c'est des statistiques sur les mesures biologiques qui ont été recensées. Donc, vous verrez, c'est assez intéressant également. C'est un complément, je ne l'ai pas cité, mais je la cite à l'oral, je la compléterai. C'est un complément intéressant sur la base Biotox. Biotox étant la base qui recense tous les outils et toutes les possibilités sur ce qu'on évoquait concernant le suivi biométrologique des salariés. Et notamment, vous trouverez les protocoles à mettre en place. Est-ce qu'il vaut mieux prélever directement après l'exposition? Est-ce qu'il faut attendre un peu que le polluant soit assimilé par l'organisme? Est-ce qu'on fait les prélèvements sanguins, urinaires? Si oui, à quel moment? Est-ce qu'on les fait en fin de semaine, plutôt après l'exposition? Est-ce qu'on les fait à la fin de chaque quart? Enfin, voilà, la base Biotox, c'est la base pour le suivi biométrologique, mais plutôt à destination des médecins du travail. Il y a une base également qui ressasse toutes les VLEP, et c'est important parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup de VLEP avec des mesures transitoires, des VLEP qui n'ont pas de valeur, et notamment, je pense à la VLEP pour les HAP, dont le benzoapyrène, où là, vous avez une VLEP qui est la transposition d'une directive donc, qui a été transcrite, transposée en droit interne, mais qui n'a pas encore de valeur. Vous avez aussi Protecpo, qui est un outil très, très bien, qui vous permet également d'affiner la démarche de prévention sur la protection cutanée, et notamment sur le port de gants, avec, voilà, enfin, vous le savez, la nature du produit va déterminer les gants qui doivent être utilisés, avec également l'évocation de risques supplémentaires. Et c'est pour ça que de plus en plus, par rapport au risque d'allergie, le latex n'est pas recommandé parce qu'il y a des risques d'allergie, et tout matériau a ses limites en termes de perméabilité. Et voilà, ce n'est pas forcément adapté. Je pense notamment, moi, c'est un moyen mémotechnique que j'ai gardé. À chaque fois que j'entends un produit qui finit par on, méthyléthylcétone, acétone, je sais que pour le coup, le nitrile va pas correspondre. Donc c'est important d'avoir ce recours à cet outil pour être sûr que les gants qu'on va mettre à disposition des travailleurs sont adaptés aux différentes substances, et ça oblige parfois à changer au cours d'un même poste, sur un même poste de travail, à changer plusieurs fois de gants parce que les produits n'ont pas la même réaction avec le nitrile ou avec le latex. Voilà. Et il y a l'outil Prémédia, et là, ça rejoint ce que je vous disais sur la nécessité de prendre en compte le temps de claquage des appareils de protection respiratoire. Alors, c'est un peu compliqué, ce n'est pas une critique, hein, mais l'outil Prémédia, il peut être utilisé que par des HSE qui ont des données, notamment sur les concentrations, sur l'hydrométrie, pardon, et sur la température. Donc, ça demande en amont de compiler pas mal de données très détaillées et très exhaustives pour utiliser au mieux Prémédia, qui va vous donner des indications sur le temps de claquage de telle ou telle cartouche. Donc voilà. Encore une fois, on en revient sur la nécessité d'avoir des informations. Et là, pareil, c'est compliqué parce que bien souvent, la majorité des fiches de données sécurité vont vous dire qu'il faut porter une protection adaptée. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé. Et donc, c'est important de savoir que il faut un masque A2P3, ou quand on a un point d'ébullition inférieur, il faut un masque AX. Et là, pareil, parfois, en fonction des points d'ébullition, et ça, j'attire votre attention, eh bien, on est obligé d'avoir plusieurs masques pour un même poste de travail, parce que quand on est exposé notamment à un 3-butadiène, le masque A2P3, il ne va plus faire l'affaire, eu égard au risque, au point d'ébullition. On va être obligé de passer en cartouche AX. Donc, c'est important de pouvoir avoir des outils pour s'assurer qu'on ne met pas, encore une fois, l'obligation, vous l'aurez compris, je le rappelle encore une fois, c'est d'avoir un EPI adapté. Et quand on dit adapté, c'est au risque chaleur, on l'a évoqué au début de cette présentation, mais également aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et notamment pour le risque chimique. C'est important parce que il y a tout un tas de cartouches A, B, E, K, et donc c'est important de prévoir la bonne cartouche
de prévoir le temps de claquage, de prévoir un stockage important, parce que, encore une fois, on l'a dit, des conditions de gestion des EPI vont avoir une incidence capitale sur le temps de claquage de la cartouche. Typiquement, ce qu'on rencontre souvent en entreprise, c'est des cartouches qui sont laissées à l'air libre. Et le problème, c'est que du coup, elles vont être exposées notamment à l'humidité, mais également aux polluants. Ce qui fait que le temps de claquage il va être fortement réduit et impacté parce que les conditions de gestion de l'EPI et de conservation de l'EPI ne sont pas optimales. Et ce qui est recommandé, c'est qu'à chaque fois, si possible, à chaque fois qu'on retire un APR, c'est le nettoyer et conserver dans un sac hermétique, ce qui permet de le prémunir à la fois de l'environnement de travail et des polluants, mais également de la chaleur et surtout de l'humidité ambiante. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Encore une fois, vous aurez la présentation, donc vous pourrez utiliser ces produits, mais ces outils de l'INRS que je plébiscite vraiment. Il y a des outils très bien, notamment Mixi, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, ce n'est pas autosuffisant, mais en tout cas, ça va vous donner une bonne idée sur ces fameux effets cocktails, parce qu'on a très peu de littérature et c'est quelque chose qui est assez nouveau, la prise en compte des effets cocktails. Voilà, merci de votre attention. Merci, à bientôt. Merci, on s'achemine donc vers la fin de ce séminaire en webinaire. Donc, merci pour ce point d'actualité, hein, Ghislain, avec à la fois des exemples concrets et en expliquant bien aussi l'esprit de la réglementation. Donc, merci beaucoup aussi pour cette initiative que l'on reconduit chaque année, qui est donc à l'initiative de la DETS, hein, d'avoir ce point réglementaire ou d'actualité sur des points précis, de façon à informer largement sur les actualités. Merci beaucoup, merci à vous et bonne journée, bonnes vacances peut-être. Merci. À bientôt. Merci, à très bientôt. Merci.